Bonjour à toutes et à tous, cette semaine c'est double dose de découverte dans Futura Innovation grâce à notre partenaire Hello Futur. En plus de notre nouvelle interview à paraître ce mercredi, on vous propose aujourd'hui de partir à la rencontre de 3 experts des jeux vidéo qui nous parlent des évolutions assez incroyables que va connaître le secteur grâce à l'intelligence artificielle. Découvrez comment l'IA peut ouvrir la porte à plus de créativité, à des productions toujours plus ambitieuses, y compris pour les petits studios, ainsi qu'à plus d'inclusivité, en permettant aux jeux vidéo de s'adapter à l'expérience de chacun et chacune selon sa culture ou encore ses handicaps physiques. Si cet épisode vous plaît, pensez à lui laisser un commentaire et rendez-vous sur le site d'Hello Futur, hellofutur avec un e.orange.com. Parlons Tech, le podcast d'Hello Futur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Tech, le podcast d'Hello Futur qui explore l'avenir de la tech, ses enjeux pour nous, citoyens, entrepreneurs, étudiants et chercheurs. Je suis Hugo Sedouraman, journaliste, et je vous propose de décrypter les tendances qui se jouent aujourd'hui et qui feront notre quotidien demain. Au programme de ce nouvel épisode, comment les systèmes d'intelligence artificielle, qu'ils soient génératifs ou non, accompagnent les créateurs de jeux vidéo et leur facilitent la vie dans les étapes de conception. Les jeux vidéo sont omniprésents dans notre vie quotidienne. C'est plus de 3 milliards de personnes sur Terre qui jouent régulièrement, que ce soit sur mobile, tablette, PC ou console. Si aujourd'hui de nombreux développeurs se disent être inquiets pour l'avenir de leur travail au regard de l'émergence des outils d'IA, les solutions d'IA générative sont une aubaine pour les créateurs, offrant de nouvelles opportunités dans la conception de mondes ouverts, de nouvelles interactions avec des personnages non joueurs et évidemment un gain de temps dans la création de tâches fastidieuses au profit de travaux plus créatifs. L'IA, c'est aussi un moyen d'analyser le comportement des joueurs en direct, de développer des outils anti-triche et surtout pour les petits studios, l'opportunité de voir plus grand avec toujours moins de moyens. Pour décrypter l'état de l'art en la matière, j'accueille aujourd'hui Anaïs Kravik. Vous êtes directrice artistique Game Art et formatrice au métier du jeu vidéo. Bonjour Anaïs. Bonjour. Bonjour également à Oriane Piedvache-Obsommer, cofondatrice et directrice générale de X et Immersion. Bonjour Oriane. Bonjour Hugo. Et bienvenue au directeur des mondes ouverts chez Ubisoft Paris, Benoît Martinez. Bonjour Benoît. Bonjour Hugo. Alors Benoît, on va rester avec vous. Pour qu'on comprenne votre métier, ça veut dire quoi être directeur des mondes ouverts ? Alors, ça veut dire que je travaille en production au studio de Paris et je dirige une équipe multidisciplinaire composée de designers et d'artistes. Donc on va imaginer, concevoir des univers et évidemment les fabriquer. Donc ça veut dire planifier toute la stratégie, les outils qui vont être au service de la production, des artistes, des designers. Et voilà, et donner vie à ce monde qui va servir de toile de fond pour raconter des histoires, immerger nos joueurs dans des aventures incroyables. Et alors depuis votre tour d'observation qui est Ubisoft Paris, quel est votre regard sur l'histoire de l'évolution des outils d'IA dans le jeu vidéo ? Alors, déjà, quand on parle d'IA dans le jeu vidéo, il faut faire une petite distinction parce que ça fait longtemps qu'on parle d'IA dans les jeux vidéo, mais en général, par cette appellation, on va désigner les personnages du jeu, nos fameux NPC, PNJ, personnages non joueurs en français, donc les ennemis, les monstres auxquels on va se confronter et qui vont pouvoir interagir et se déplacer dans l'univers. Mais ça repose sur des algorithmes plutôt traditionnels et sur une science qu'on maîtrise depuis longtemps. Et aujourd'hui, on parle d'IA, donc de cet apprentissage profond, de ces fameux réseaux de neurones qui permettent des choses plus émergentes. Et ça, en production de jeux vidéo et dans l'intégration de nos pipelines de production, c'est quand même c'est nouveau, de toute façon. Alors, je pense qu'on pourrait parler, pour refaire un petit peu l'historique, sur la création de monde en particulier. On a utilisé la génération procédurale depuis une dizaine d'années. Alors, la génération procédurale, ça va être des algorithmes plus traditionnels qui nous permettent de mieux maîtriser la création de contenu. Donc, donner à nos utilisateurs, à nos créateurs, nos designers, l'accès à des paramètres pour contrôler chaque aspect du monde. Par exemple, si on veut créer une forêt, traditionnellement, il y a 15 ans, quelqu'un qui voulait créer une forêt dans un univers, dans un niveau de jeu, il allait positionner ses arbres à la main, un par un. C'était extrêmement fastidieux et surtout, on ne pouvait pas facilement changer d'avis parce qu'à chaque fois, il fallait tout refaire, tout recommencer de zéro. Donc, on a mis en place des outils où aujourd'hui, le designer va pouvoir contrôler l'écart entre chaque arbre, la propension de cette forêt à pousser sur une pente en fonction d'une altitude donnée, d'une inclinaison donnée. Donc, on contrôle tout ça à travers des paramètres et ça repose sur du script, du code et une approche séquentielle bien connue. Avec l'IA et l'apprentissage profond, cette approche serait très différente. Par exemple, si on voulait construire un modèle qui nous permette de générer des forêts, on va fournir à l'algorithme
une série de cartographies de terrain, la cartographie des forêts de France par exemple, et le modèle va apprendre la relation entre les forêts et un terrain donné, et va être capable pour un terrain de jeu de nous cartographier des forêts. Cette approche, elle est assez vertueuse, elle est intéressante sur le volume, mais on se rend bien compte qu'il va manquer du contrôle derrière tout ça. On est encore dans cette relation face à ces outils où on commence à trouver des applications, et notamment dans la création de monde, mais on n'a pas la finesse du contrôle dont on a besoin pour laisser libre cours à la maîtrise et à l'imagination de nos designers. D'accord, merci Benoît. Alors, Oriane, chez XCI Immersion, vous créez des outils qui utilisent l'IA pour les jeux vidéo à destination des studios spécifiquement. Concrètement, vous leur proposez quoi aux studios et vous répondez à quels besoins? Ouais, tout à fait. Chez XCI Immersion, nous on propose un outil de création et de management de PNJ, donc personnages non joueurs, vraiment visé aux studios jeux vidéo. L'idée, c'est pas du tout de remplacer les humains, les artistes, les créas, pas du tout, loin de là, mais plutôt de les assister, je pense, dans la révolution technologique qui est l'IA actuellement. Et on répond à différents besoins pour ce faire. D'un côté, je dirais que ce serait l'ambition, parce que chaque studio a l'ambition de créer le meilleur jeu possible pour les joueurs. Bien sûr. Donc le joueur est la meilleure expérience. La meilleure expérience de jeu possible. Sauf que parfois, on n'a pas forcément les moyens qu'on veut, ou alors on a des idées et on se restreint sur un scope qui, en fait, rentre pas dans notre planning, ou voilà, telle ou telle idée qu'on doit couper parce qu'en fait, on n'a plus de budget à la fin, etc. Et de l'autre côté, et c'est extrêmement lié, on répond aux besoins de temps de production. Donc, les prods de jeux durent extrêmement longtemps. Ça, c'est pas un secret. Et il y a un rythme très, très soutenu pour maintenir les délais. De notre côté, on s'est concentré sur l'aide à la création de PNJ, personnages non joueurs. Donc, vraiment, en s'axant sur le développement, la génération de dialogue. Donc, un outil d'aide à la création, un outil virtuel d'aide à la création. D'un côté, de la synthèse vocale et d'un autre côté, vraiment l'animation. Donc, l'automatisation de lip-sync, d'animation faciale, etc. D'accord. On reviendra dessus dans quelques instants. Juste pour recentrer un peu le sujet sur ce qu'est la création dans les jeux vidéo, on va donner la parole à Anaïs Kravik pour essayer de comprendre aussi quel est le métier de game artist et comment les outils aussi font évoluer ce métier. Parce que j'imagine qu'avant le développement de ces outils, il y a aussi des artistes qui imaginent la forme, les couleurs, le design en fait des jeux vidéo. Alors Anaïs, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce point? Oui, tout à fait. Donc il faut préciser. Donc un game artist, donc c'est une personne créative avant tout avec une forte culture générale qui va être là pour produire tout ou partie des visuels d'un jeu. Donc ça va être les personnages, l'environnement, les effets spéciaux, la texture, mais aussi l'interface. Et tout ça, ça va se faire ou bien en 2D, donc là on va dire du dessin peut-être, ou des choses plutôt en 2D, ou en 3D, où là on va retrouver par exemple comme chez Ubisoft des jeux comme Assassin's Creed par exemple qui sont faits en 3D. Donc ça va être sur les game artistes. Et ce métier, il va énormément évoluer. L'évolution de l'IA, elle va permettre notamment, par exemple sur la veille créative, de faire de l'agglomération de données de manière beaucoup plus vaste que ce qu'on pourrait faire à notre simple échelle. Quand vous dites agglomération de données, vous parlez de quoi? Alors, l'agglomération de données, ça va être par exemple pour tout un chacun, lorsque je cherche une information, par exemple, sur la météo, par exemple, je peux être amenée à aller chercher sur le site de Météo France. Mais pour agglomérer des données, je vais avoir envie d'aller chercher sur plusieurs supports, plusieurs médias différents. L'IA peut me permettre, par exemple, de faire toutes ces recherches en une seule fois et de me produire une synthèse, une moyenne finalement, sur la réponse. D'accord. Donc ça va être sur ce point-là, sur cette veille créative. Pour un artiste, ça va être par exemple quelles sont toutes les manières dont on a pu illustrer les fleurs dans la peinture, par exemple. Donc ça peut être historique aussi. Hein. Exactement, ce qui permet d'avoir accès à finalement la bibliothèque mondiale de toutes les connaissances qu'on peut avoir jusqu'alors par Internet, etc. Et là, de les agglomérer, ce qu'un humain mettrait très longtemps à faire. Avec les biais qui sont propres également à l'IA générative, j'imagine. Tout à fait. Oui, effectivement. Il faut le préciser, même si c'est un outil qui est formidable, il y a quand même le risque aussi d'être restreint à ce que la littérature d'Internet nous fournit. Ah oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un point sur lequel je reviendrai plus tard, mais effectivement qui est très, très important, les biais de l'IA et la pleine conscience de ça. Après, on va aussi avoir
la compression, comme Oriane le disait très justement, des temps d'exécution que l'IA va permettre de compresser pour donner plus de temps aux créatifs, d'avoir du temps pour leur créativité. Par exemple, dans le jeu vidéo, on utilise ce qu'on appelle les LOD, donc c'est le fait de produire trois modélisations, 3 personnages avec 3 niveaux de détail différents. LOD qui veut dire ? LOD, le level of details, c'est donc créer un personnage sous 3 modélisations différentes avec 3 niveaux de détails différents. L'intérêt de ça, c'est que pour nous, en jeu vidéo, ça permet de l'optimisation, suivant la distance d'affichage dans le jeu du dit personnage. Aujourd'hui, cette technologie, elle est amenée à évoluer, puisqu'aujourd'hui, l'IA, elle nous permet de modifier le maillage de cette modélisation en temps réel. Ça peut être aussi sur le rendu d'image, puisqu'aujourd'hui, l'IA, elle permet ce qu'on appelle l'upscaling. Donc, l'upscaling, c'est produire une image d'abord en basse définition, et puis c'est l'IA qui va produire l'image en haute définition, ce qui est aujourd'hui moins coûteux, ce qui n'était pas le cas avant, que de produire l'image en haute définition directement. Moins coûteux sur le plan environnemental ou sur le plan financier, les deux ? C'est un peu les deux. Effectivement, ça va demander moins de capacité, ça va être moins gourmand, on va dire, technologiquement. En puissance. Okay. Exactement. Ça va être sur l'animation aussi, par exemple, avec ce qu'on appelle le deep learning. Donc, c'est le fait d'entraîner une IA. Donc, c'est des choses qu'on fait depuis des années, à produire une marche, par exemple, ou comment on chute, ou comment, quand il y a un obstacle, ça permet de l'éviter. Donc, on va aussi trouver des évolutions en termes, au-delà de l'animation, mais en termes de vidéos, avec des IA qui permettent de générer des vidéos de plus en plus qualitatives, très impressionnantes. Et puis enfin, peut-être un dernier exemple, on a la production de textures. Tout ce que vous voyez en 3D, c'est des textures qui sont inventées par nos merveilleux artistes et des modélisations. Aujourd'hui, l'IA, elle permet, sur la base d'une simple photo ou d'un croquis approximatif, de produire ces 3D et ces textures. Donc, l'apport de l'IA, il est vraiment exponentiel. D'accord. Merci Anaïs. J'imagine du coup que pour des studios comme Ubisoft Paris, ce genre de changement de paradigme dans la manière dont on crée l'image, ça appelle aussi à des évolutions dans les métiers et ça pose la question de comment vos employés, en tout cas chez Ubisoft, appréhendent cette technologie dans un studio qui est d'une taille aussi importante. Ils le vivent comment ? Tout à fait. La question, dans un premier temps, c'est de savoir comment est-ce qu'au niveau groupe, on peut embrasser ces changements, on peut les accompagner, effectivement, mais surtout, on peut faire de la recherche autour de ça pour trouver les applications concrètes. Donc, chez Ubi, on a des départements de recherche et développement en interne. La Forge, donc c'est des équipes de recherche en France et à l'international qui rassemblent des experts de l'industrie et du secteur universitaire pour prototyper des innovations et nous aider à améliorer nos contenus et à améliorer dans notre processus de création de jeux. Donc, on discute avec ces équipes, évidemment, pour leur faire part de nos contraintes, de nos besoins. On pourrait citer plusieurs exemples qui se sont concrétisés au cours de ces années passées. Anaïs parlait notamment de l'animation. Oui, c'est un point où une animation aujourd'hui, un arbre de décision de personnages, un anime tree, comporte des dizaines de milliers d'animations et crée toutes les transitions entre les différents mouvements. Aujourd'hui, grâce à une certaine forme d'IA, on peut aller choisir automatiquement en temps réel l'animation la plus adaptée et contribuer à des animations plus fluides, plus réalistes et des interactions avec les environnements qui sont beaucoup plus crédibles et complètement au service de l'expérience. On parlait aussi d'outils d'assistance à l'écriture, par exemple. Donc, aujourd'hui, écrire les barks dans un jeu. Alors, les barks, c'est les aboiements, littéralement. Ce sont toutes ces interjections de la part des personnages secondaires qui sont souvent répétitives. Répétitives. Et toi, que veux-tu? Qui va là? Etc. Tous les gardes comme ça qui vous interpellent. Exactement. Comment est-ce qu'on va pouvoir créer autant de déclinaisons que nécessaire pour que ça ne soit pas répétitif? Donc, aujourd'hui, les barks, c'est 100 000 lignes de dialogue sur un jeu AAA. Et donc, c'était une véritable demande de nos scénaristes d'avoir un outil qui puisse les assister pour créer de la diversité, de la variété, qu'ils puissent contrôler, valider et accompagner. Et puis, évidemment, on peut parler de la génération d'images ou de la génération de vidéos qui peut nous accompagner plus dans des tâches de conception et de pré-production pour être dans la prévisualisation, dans la recherche d'idées, dans l'itération sur du concept et essayer de projeter comme ça ce que pourrait être le jeu, ce que pourraient être les univers. Et ensuite, pour répondre plus directement à la question, comment les équipes de production accueillent ce changement et ces innovations, dans la mesure où elles sont impliquées, où la demande vient d'eux, effectivement, je pense que la réception, elle est toujours extrêmement positive, puisqu'on est dans une collaboration traditionnelle qu'on peut avoir avec nos développeurs. Et derrière, on est face à un outil
outil perfectionné qui est dans une démarche d'assistance pour nos artistes et qui contribue à notre flow. Moi, je suis dans ce métier depuis assez longtemps pour me rappeler de concept artistes qui faisaient tout à la main. Et quand je dis tout à la main, c'est feuilles de papier, crayon gris, gomme, etc. Et on a vu Photoshop arriver. Et il y a des artistes qui étaient réfractaires à Photoshop à l'époque. Qui disaient, mais non, mais ça n'est pas vraiment de l'art. Moi, je ne crée que sur papier avec mon crayon et la gomme. Et on a embrassé ce changement, tout comme aujourd'hui, on est face à une nouvelle génération d'artistes qui embrassent les outils liés à l'IA, à la création, à la génération. Ça n'enlève certainement rien à leur créativité. Et au contraire, je pense, ça ajoute à leur palette créative. D'accord, merci pour votre réponse. Alors juste une petite question. À la vitesse à laquelle évoluent les IA génératives aujourd'hui, on a vu entre 2023 et 2024 des grands bonds en avant dans la génération d'images avec les résultats sur Midjourney ou sur d'autres applications OpenAI par exemple. Est-ce que quand même on peut imaginer qu'il va y avoir dans les 5-10 prochaines années une transformation radicale des modes de production ou c'est encore du fantasme ? Non, évidemment, on va accompagner ce changement et on le voit venir. Je pense que l'IA à long terme va révolutionner la façon dont on fabrique les jeux vidéo, mais elle va révolutionner la façon dont on travaille et dont on interagit les uns avec les autres au quotidien. Un cycle de production de jeux vidéo, c'est quand même assez long. C'est 3, 4, 5 ans et des fois plus. Et en général, quand on rentre en production avec des outils qui sont stables. Donc, se dire que sur du très court terme, ça va tout révolutionner, c'est pas évident. Il faut attendre un cycle de quelques productions de jeux. Et donc, je pense que sur les 5-10 années, effectivement, on va avoir des transformations qui vont s'opérer. Et après, on peut se poser la question sur quels aspects, en premier lieu, ces transformations vont s'opérer. Je pense sur des histoires plus dynamiques, plus réactives, sur notre capacité à écrire plus de dialogues, à générer du dialogue, qui aujourd'hui sont extrêmement statiques. Et puis, au-delà de ça, les décisions que le joueur peut prendre au sein de l'univers, l'interactivité qu'on offre et une qualité de contenu plus réaliste, plus immersif. Et je crois, et j'y reviens parce que j'en avais parlé avant, les outils qui sont vraiment centrales dans la façon dont on fabrique nos jeux, ces outils au service du designer, basés sur l'IA, sur de l'aide à la décision, pour des mondes plus vastes, plus détaillés, aller chercher le détail beaucoup plus loin, que ce soit sur les textures, les personnages, les objets, la cohérence de l'ensemble. Et faire vivre ces joueurs avec des personnages non-joueurs qui aussi vont pouvoir interagir avec l'univers et créer de la vie avec une approche peut-être plus simulationniste de nos environnements et certainement moins scriptée. D'accord. Merci beaucoup Benoît. Alors chez X et Immersion, Oriane, vous travaillez justement sur la génération de dialogue, la génération de voix synthétiques. Comment ça marche ? C'est vrai que dans des jeux, on a la possibilité de rencontrer des PNJ, des personnages non joueurs, et de discuter avec eux. Et parfois, cette interaction est un peu redondante. Donc, c'est vrai que nous, l'objectif, c'est de permettre d'avoir plus de contenu, parler de ce personnage, et donc une expérience, comme tu disais Benoît, davantage personnalisée pour le joueur. Je vais prendre un exemple qu'on aime bien citer, qui est l'exemple du tavernier. Donc, je suis niveau 1 dans un jeu, j'arrive et je rentre, je vais boire une bière et j'ai pas d'argent. Le tavernier va gentiment me mettre dehors. Là où, par exemple, je suis niveau 20 et je rentre, après, je suis un archimage extrêmement reconnu ou une archimage extrêmement reconnue. Et là, il va me dire, non seulement il sera très heureux de me voir, mais peut-être même m'offrira-t-il une bière, je ne sais pas. Dans tous les cas, voilà, c'est de permettre de ne pas avoir de redondance à ce niveau de ce qu'il va nous dire et d'avoir un discours qui s'adapte vraiment à l'aventure du joueur. Donc ça, de tout le générer en amont de la production. Donc c'est la génération qui est automatisée et qui fait gagner du temps et notamment aussi de l'argent. C'est ça, c'est vraiment un outil pour que les équipes de narrative design, donc les équipes des scénaristes, ceux qui vont écrire ces dialogues, soit se disent, OK, bon, alors là, ça va me permettre d'avoir plus d'idées pour telle ou telle phrase, ou ça va me permettre de générer plus d'idées pour tel et tel niveau, etc. D'accord. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Comment ça marche ? Voilà, comment ça marche. Pour la génération de texte, nous, on récupère un maximum de dialogues, de background, enfin, plein de choses qui sont des références à ces personnages non-joueurs, et on les entraîne sur des modèles d'IA. Donc, je pense que vous avez entendu parler des Large Language Models, ces LLM. Donc, nous, on utilise des LLM, et à partir de ce dataset, on vient modifier les connaissances de ces LLM en ajoutant uniquement les données de ce monde spécifique. Et ça va permettre de générer des dialogues qui sont propres à ce monde, à ce studio. Qui sont contextualisés. Absolument, qui sont remises dans leur contexte. En fait, c'est ça qu'on veut, c'est du contexte, c'est de la personnalité, des émotions qui soient propres à ces personnages spécifiques.
Et donc, chez XI Immersion, vous faites la génération de dialogue, mais aussi la génération de voix. Et là, c'est des entraînements qui, j'imagine, sont différents, non? Ouais. Alors, pour la synthèse vocale, c'est pas les mêmes modèles, mais c'est un petit peu le même système d'apprentissage. Ce qu'on va faire, c'est que quelqu'un va parler, là, comme nous on est en train de parler, il va jouer un dialogue comme s'il était au théâtre. Et on va venir, cet enregistrement, on va le mettre dans un de nos modèles qui vont apprendre les caractéristiques de la voix ainsi que les intonations de cette personne pour pouvoir les reproduire. C'est un vrai sujet, ce qui concerne la propriété intellectuelle, et nous, on prend l'éthique très à cœur dans ce process. Donc, on travaille en tripartie avec les studios et les voice actors. C'est-à-dire qu'il y a un contrat qui est régi pour être sûr que le voice actor qui prête sa voix uniquement pour tel ou tel personnage, pour tel jeu et tel studio, ce qui permet d'un côté de pas tomber dans l'anonymat, et de l'autre côté, d'être sûr qu'il soit rémunéré convenablement, si c'est avec des royalties, etc. Ça, c'est au studio de régir. Nous, on s'occupe de la partie technologie, mais on veut être sûr que, voilà, il y a un contrat de propriété intellectuelle qui soit rédigé en amont. Et alors, aujourd'hui, on trouve des outils de génération de voix comme Eleven Labs, par exemple, en ligne, pratiquement free of use, enfin, pratiquement gratuit, ou à un prix vraiment dérisoire. C'est des voix qu'on peut paramétrer. On peut paramétrer même 4, 5, 6 paramètres sur la voix, la rapidité, l'intonation, l'accent, etc. Est-ce que demain, on peut imaginer que les studios aussi se saisissent de ces outils pour générer eux-mêmes leur voix? Est-ce que la qualité sera la même? Ou est-ce qu'il y aura aussi des problèmes de propriété intellectuelle? Je pense que la propriété intellectuelle, c'est une volonté qui doit venir du studio. Donc, comment est-ce qu'il souhaite travailler? Si, d'un point de vue budgétaire, il peut pas se permettre de générer, je sais pas, plusieurs centaines de milliers de lignes de dialogue. Est-ce que dans ce cas-là, il y aurait pas une solution qui serait la synthèse vocale pour voilà, soit en placeholder, donc en début de production, pour caler peut-être des choses qui sont pas forcément calées, ou en fin de production, au moment où on est trop short niveau planning. Merci Oriane. Alors Anaïs, j'imagine que en fait tous ces outils sont très prometteurs, et donc vous enseignez dans des écoles de jeux vidéo, et j'imagine que pour les étudiants, les apprenants, c'est quand même un peu l'Eldorado, de se dire voilà, on va pouvoir faire plein de choses tout seul dès demain. Comment ils se saisissent de ces solutions, et comment vous, en tant qu'équipe pédagogique, vous comptez les accompagner dans l'appréhension de ces techniques? Alors effectivement, les étudiants, ils sont extrêmement enthousiastes, et comme la jeunesse dont on a tous fait partie un jour, et j'espère le plus longtemps possible d'esprit. Et donc, ils sont très à jour, ils sont très avides de ces nouvelles technologies, ils utilisent régulièrement ChatGPT, ça a d'ailleurs demandé un certain contrôle lors des parties d'examen, forcément. Ils streament, ils s'approprient vraiment très rapidement toutes ces technologies. Néanmoins, ça reste une jeunesse qu'il faut qu'on accompagne, puisque la connaissance sans conscience, ça fonctionne pas très bien. Donc, pour nous, en tant qu'équipe pédagogique, c'est vraiment de nouveaux challenges qui arrivent. Et l'importance, justement, de la conscience dans la création est d'autant plus important qu'on a l'IA. Et en fait, l'objectif, en tout cas pour moi, en termes pédagogiques, c'est de leur expliquer que tout a un coût. C'est-à-dire que typiquement, lorsqu'on utilise une IA, eh bien, il y a un coût écologique. Alors, est-ce qu'on va plutôt se servir d'outils open source, qui peuvent être par exemple parfois moins gourmands que des gros outils? Est-ce que ça va être aussi une mutualisation? J'ai entendu il n'y a pas très longtemps, par exemple, que certaines entreprises vont installer leur farm de serveurs sous des piscines, puisque la chaleur, du coup, va permettre de réchauffer la piscine. Donc, ça devient des associations vertueuses. Ça va être aussi potentiellement le coût créatif, puisque si on se sert de l'IA en permanence, eh bien, quid de son niveau de dessin, de son niveau de connaissance en morpho-anatomie? En somme, les fondamentaux sont d'autant plus importants qu'on a l'IA par la suite pour pouvoir aider à développer. Ça va être également vulgariser avec eux l'art du prompt, leur montrer que parfois, produire une image via une IA, ça peut être beaucoup plus long de produire un prompt de qualité plutôt que de la créer soi-même. Donc ça va être ces éléments-là, ça va être également se familiariser donc avec ces différentes IA génératives, qu'elles soient de texte, d'images, de vidéos, de sons, etc. Il y a également le fait de les former au risque de l'uniformisation de la créativité, puisque si tout le monde utilise les mêmes outils, il y a le risque que la proposition créative soit plus pauvre, parce qu'on va tous avoir la même chose. Donc c'est l'occasion de les inciter aussi à finalement intégrer une IA sur leurs propres ordinateurs pour la former avec leurs propres références. D'accord. Qui permet du coup de créer des d'avoir IA. un style propre pour chaque artiste.
Exactement. De mon point de vue, ça permettra presque de céder une IA de soi en tant qu'artiste, peut-être à ses ayants droit, pourquoi pas. Et puis il y a également donc forcément l'importance accrue de la culture, puisque l'IA a énormément de biais, on le sait. Et puis je propose à tout un chacun des auditeurs de faire le test s'ils en ont l'occasion. L'IA a énormément de biais. Donc il faut que les étudiants aient une culture extrêmement solide, qu'elle soit historique, qu'elle soit inclusive et vraiment très sourcée. Pour les étudiants, c'est aussi l'occasion de les rassurer sur leur avenir, puisque bien sûr, quand on voit une IA qui fait une 3D 10 fois plus vite que eux en 3e année, c'est inquiétant. Néanmoins, moi, je les rassure énormément là-dessus, puisque l'IA, elle ne produit pas de sens. Elle ne fait que reproduire des archétypes. Elle se nourrit de notre propre expérience. Donc, je leur rappelle en permanence qu'il est primordial pour eux d'entretenir leur expérience du réel, de continuer de vivre ces émotions, parce que l'IA n'a rien à raconter. Or, nous, en tant qu'artistes, on a des choses à raconter. Et l'objectif, c'est donc de nourrir cette IA avec nos conclusions, puisque l'IA se nourrit de nos conclusions. Et donc, l'objectif de ce vécu, de cette immersion dans le réel pour tout artiste, c'est de pouvoir appréhender de nouvelles questions, de nouvelles manières de se les poser, et donc de nourrir l'IA avec de nouvelles conclusions. L'IA, pour moi, c'est aussi l'occasion auprès des étudiants de leur proposer de fournir un autre univers imaginaire collectif, plutôt orienté autour de l'utopie plutôt que la dystopie, et de tout faire pour qu'elle soit aussi sexy que le chaos et l'adversité. Très bien, merci beaucoup Anaïs pour cet éclairage pertinent. On va parler maintenant d'expérience de jeu, parce que c'est aussi de ça dont on parle quand on parle de création assistée par l'IA, c'est faire en sorte que, même si les métiers doivent aussi évoluer avec les technologies, mais aussi faire en sorte que l'expérience pour le joueur soit la plus personnalisée possible. Comment vous pensez que la technologie va leur permettre d'avoir une expérience plus intime, j'ai envie de dire? La première étape, c'est sans doute l'IA au service de mieux comprendre nos joueurs. Mieux comprendre comment est-ce qu'ils s'approprient ces expériences, comment est-ce qu'ils vivent les jeux, comment est-ce qu'ils évoluent au sein de ces univers, quelles sont leurs habitudes, leurs modes de consommation. Et à travers tout ça, commencer à injecter là-dedans des choses qui vont leur permettre d'avoir une expérience plus personnalisée. Sur Rainbow Six, aujourd'hui, on est en train de développer un système de bots, donc d'ennemis, qui est capable d'apprendre des joueurs humains, de se comporter comme un humain, mais aussi de s'adapter donc au comportement des joueurs qui est là en face d'eux, afin de pouvoir moduler un niveau de difficulté, par exemple. Et au-delà de ça, la frontière d'après, je pense que c'est la génération de contenu par le joueur lui-même. D'accord, évidemment, c'est-à-dire ça existe déjà, le User Generated Content, c'est une réalité aujourd'hui, mais ça passe souvent par des outils qui sont fastidieux, qui demandent beaucoup d'investissement de la part du joueur pour comprendre. C'est des outils qui finalement ressemblent à nos outils de développeurs. Et imaginer des outils de génération de contenu adaptés, c'est regarder ce qui se fait aujourd'hui par l'interaction avec des modèles comme Midjourney ou n'importe quoi. C'est comment est-ce qu'avec un prompt textuel, avec une demande très simple, on peut générer énormément de contenu qui correspondent à une certaine demande. Et on n'est pas loin de pouvoir l'imaginer appliqué à la création d'univers avec une interaction en langage naturel qui pourra nous permettre de s'affranchir des barrières techniques et d'offrir tout ça à nos joueurs. Et puis sans doute avoir les moyens d'aller développer des mécaniques de jeu qui exploiteront des nouvelles compétences chez nos joueurs, qui nous permettront d'avoir des gameplays peut-être plus subtils et plus élaborés, au-delà de on se tire dessus ou on fait la bagarre, quoi. Et ça, je pense qu'il y a vraiment un truc qui nous permettra de franchir un cap en tant qu'industrie et en tant que divertissement et d'aller beaucoup plus loin dans la recherche de sens et dans ce qu'on peut proposer comme expérience à nos joueurs. Merci beaucoup Benoît. Et justement, en parlant d'animation impressionnante, Oriane, vous travaillez justement sur l'animation automatisée grâce à l'IA des personnages non joueurs. Vous pouvez en dire plus, expliquer comment ça marche concrètement ? Oui, tout à fait. Comme vous le disiez, Hugo, nous, le dernier axe sur lequel on travaille, c'est l'animation faciale et ça inclut la synchronisation labiale. Donc, c'est le mouvement des lèvres qui est synchronisé avec l'audio, donc la voix du personnage. L'animation, on en a tous parlé ici aujourd'hui, c'est un processus qui peut être long et fastidieux avec un nombre de répétitions de tâches assez conséquentes. Alors, comment ça marche ? On va prendre par exemple un audio ou un texte qu'on va venir découper en différents
phonème, c'est un petit peu l'équivalent des syllabes. Les syllabes, on sait tout ce que c'est une syllabe. Puis on va les traduire en mouvements de bouche et en expression. Et on va alors créer une transformation du visage pour répondre soit à une émotion heureuse, par exemple, ou une expression étonnée, etc. Voilà, donc cette automatisation, elle va permettre, une fois qu'on l'a fait pour un personnage, si c'est le même rig, donc si c'est le même squelette de personnage dans le jeu, de le décliner pour tous les personnages. Et ça fait gagner un temps fou pour les animateurs qui peuvent, eux, du coup, se concentrer uniquement sur la partie créative et automatiser toutes ces tâches assez fastidieuses, comme on en parlait. Pour conclure, je dirais que nous, on voit bien que ces outils répondent aujourd'hui à différents besoins des studios, à la fois dans une industrie qui est très technique et très créative. Donc, il faut répondre un petit peu à ces deux enjeux. Et il faut que ces outils soient facilement intégrables par les équipes et que ça réponde vraiment à leurs besoins et à leurs envies. D'accord, merci Oriane. Alors pour conclure avec vous, Anaïs, vous m'avez expliqué récemment que l'IA permet justement aux étudiants de gagner du temps pour se concentrer sur la partie la plus créative et notamment pour nourrir leur culture et aussi proposer des environnements plus inclusifs. Oui, alors tout à fait. l'IA va permettre de renforcer l'aspect inclusif des jeux et de la création en général. Tout simplement puisque elle permet de s'adapter, comme le disaient également Benoît et Oriane, au plus proche du public, du joueur et aussi des équipes. Je prends un exemple très concret. Dans la vie, on voit les couleurs de manière différente. Il y a notamment des personnes qui sont daltoniens, d'autres bichromiques, monochromiques. Eh bien, on peut imaginer que l'IA va permettre de transposer l'intégralité des graphismes d'un jeu en une seule passe au fait que quelqu'un de daltonien va être complètement à l'aise avec le visuel et n'aura plus ces problématiques-là. Ça va être également gérer ce qu'on va appeler la géospatialisation, donc comment le son est géré dans le casque des joueurs pour notamment même des personnes aveugles ou très malvoyantes. Donc ça va permettre cette inclusivité-là. Ça va être aussi l'inclusivité par rapport à l'aspect international, puisque notre domaine, il est international, donc on va être amené à produire des jeux pour des personnes très diverses et surtout dans différents pays. Et ce qui est important à savoir sur ce point-là, c'est que dans le monde, tous les pays n'ont pas la même définition du sens d'une couleur. Donc ça va permettre, cette IA, encore une fois, de réduire les tâches fastidieuses et de confier ça à l'IA pour s'adapter encore un peu plus aux spécificités culturelles. Exactement. Au-delà de l'inclusivité de nos joueurs, il y a aussi l'inclusion des nouvelles générations de créatifs au sein des studios. Et pour moi, l'IA, c'est aussi comment on va être capable, nous, au sein des studios, les équipes, d'ouvrir la réflexion sur comment on revisite les postes des juniors, comment on revisite les postes des stagiaires et des alternants. Puisque mine de rien, ils sont sûrement nombreux à se poser la question, se dire, ok, il n'y a plus ces tâches répétitives, mais c'était un peu notre job. C'est comme ça qu'on rentrait dans le métier. Donc aujourd'hui, c'est à nous aussi en tant qu'équipe de savoir proposer des postes qui soient stimulants, orientés vers ce développement de cette créativité, et l'IA peut y contribuer également. Merci beaucoup. Merci à vous, Anaïs Kravik, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci à Oriane Pellevache-Hobsommer et Benoît Martinez. Merci à vous toutes et vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de Parlons Tech. C'était Parlons Tech, le podcast d'Hello Futur.